Bienvenue sur Eurosport pour suivre un des événements majeurs de la saison, le championnat du monde de Cleveland, distance olympique. Cleveland dans l'Ohio, on est juste après les Jeux Olympiques d'Atlanta. Il y a déjà la perspective de Sydney qui se dessine. Le tenant du titre, c'est le néo-britannique Simon Lessing. Des femmes, elle est là elle aussi, Karen Smyers, l'américaine. Il faut savoir que le triathlon devant en discipline olympique, bien évidemment, a porté vraiment un regard complètement différent sur la discipline. C'est un véritable coup de booster qui est en train de propulser le triathlon, même si les différentes fédérations sont en train de se, pour reprendre un terme du jargon, tirer la bourre actuellement pour essayer de reprendre l'avantage l'une sur l'autre. C'est ce moment qu'on va suivre avec Emma Carney qui espère bien se refaire cette année avec le championnat du monde de Cleveland. Huitième championnat du monde de ce nom au niveau du triathlon, distance olympique, Cleveland. Nous sommes sur le circuit de l'ITU, c'est-à-dire de l'International Triathlon Union. C'est elle qui a donc reçu l'aval des Jeux Olympiques. Et depuis 1995, date de la dernière épreuve, eh bien, les choses ont évolué à vraiment la vitesse de la lumière. Karen Smyers avait réussi une victoire superbe, une victoire attendue. Elle représente un petit peu l'ancienne école, mais maintenant il y a plein de petits jeunes qui montent et on pourrait dire que Simon Lessing est loin de faire partie de ces petits jeunes. Il est devenu double champion du monde et représente surtout quelque chose d'exceptionnel pour le sport. On aura l'occasion d'y reparler. Lessing, Smyers, tous deux sont en train de regarder aussi vers Sydney, mais il y a également Spencer Smith, Mickey Lee Jones qui n'étaient pas venus l'année dernière défendre leur titre. On va écouter tout de suite Simon Lessing. Pour moi, je pense que le sport est en train de changer de manière dramatique ces dernières années. Moi, mon but vraiment à long terme, ce sont les Jeux Olympiques. Je pense que c'est vraiment l'une des raisons qui me fait rester dans le sport. J'adore ce sport, cela fait 12 ans que je cours, mais là maintenant il y a ce petit bonus supplémentaire qui représente la médaille d'or aux Jeux Olympiques de l'an 2000. Il y aura également une jeune fille qui va tout faire pour être là, c'est Emma Carney, l'Australienne, qui a perdu son titre et qui cette année est l'une des leaders du tour. On écoute Emma Carney. Oui, c'est super d'être ici. J'attends cette course depuis que j'ai passé la ligne à Cancun et vous savez, c'était il y a 9 mois maintenant. Donc maintenant, j'espère de revenir et de courir un championnat du monde en étant cette fois-ci en forme. J'ai envie de gagner, c'est sûr. Emma Carney et les Australiens sont arrivés avec une énorme équipe à Cleveland. Parmi eux, bien sûr, il y avait l'ancien rival de Lessing, Brad Bevan, qui était vainqueur du circuit ITU l'an passé. J'ai eu cette année quelques deuxièmes de place, ça me convient pas trop en championnat du monde, vous savez, mais bon, mais là j'ai pas beaucoup de pression cette année, donc ça va beaucoup mieux par rapport aux autres années où je m'étais mis une sorte de pression vraiment très importante. Cette année je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus relax, et je sais, je viens ici un peu différent, en forme, donc je me sens fort, et puis je pense que Simons est vraiment un des gars formidables à battre, mais bon, vous le savez, il se traîne trop dur et ça va être difficile. Le petit matin sur Cleveland, les distances vous les connaissez, 1,5 km de natation, 3 tours autour du port de Cleveland, ensuite 8 tours pour le circuit vélo, 40 km, et pour finir 10 km de course à pied. Superbe plateau pour ces championnats du monde avec, il faut le resituer un peu dans le circuit, certainement un des plateaux
les plus payés en termes de cash price, 150 000 $, ce qui représente pas loin de 900 000 francs à se partager. Et avec le championnat du monde de longue distance qui a lieu le week-end prochain à Muncie aux États-Unis, qui est également 110 000 $, c'est vraiment un circuit très richement doté. C'est un peu le reproche qu'on avait fait à une époque à l'ITU. Et là, il y a du monde dans l'eau. Rina Hill, Jackie Gallagher, Nicole Andrinocus, Carole Montgomery, la championne d'Europe Suzanne Nielsen est là également. Et c'est parti pour les filles. Et là, les conditions de natation sont absolument superbes. Vous savez qu'en triathlon, souvent les athlètes sont amenés à nager dans des conditions de mer. Souvent, il y a la houle, il y a le froid. Là, ils sont en maillot de bain. Effectivement, c'est à l'intérieur du port de Cleveland. Donc là, on va passer l'aspect purement pollution. On va essayer de l'oublier un petit peu, malheureusement. Mais en ce qui concerne les conditions de natation, elles sont superbes. 3 tours à faire dans ce circuit. Et là, on va suivre bien sûr les Allemandes, notamment Ute Mückel, qui est toujours sortie très vite en natation. C'est une grande nageuse. Et c'est elle qui prend la tête au bout de 150 mètres déjà de natation. Avec un plateau, on vous l'a encore dit, absolument superbe. On va écouter maintenant Jackie Gallagher, deuxième l'année dernière au championnat du monde. C'est agressif sur le départ d'une épreuve de natation. C'est un peu comme une machine à laver où chacun essaye de partir vite et de prendre un peu le large. Je pense que ça va être marrant. La natation est bien, mais bon, ça sera dur pour tout le monde parce que tout le monde va essayer de prendre de l'air sur les 200 premiers mètres. Si on a une mauvaise natation aujourd'hui, je crois qu'on peut oublier la course, ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, Ute Mückel, elle n'a surpris personne, car sur toutes les courses dont elle a pris le départ ces derniers temps en distance olympique, c'était elle qui était toujours devant. Regardez les écarts. Ancienne nageuse de classe internationale en natation, elle fait largement la différence, comme l'ont pu faire les frères Sanson également sur les épreuves qu'elle ait participé. Et là, Ute Mückel va essayer de se diriger petit à petit vers le longue distance. Je crois que le championnat du monde va être certainement une de ses dernières épreuves. Vous savez que les Allemands ont pour objectif, bien sûr, c'est ce qui crée un grand débat d'ailleurs dans la fédération allemande, soit les Ironman type Hawaï, qui est très prestigieux en Allemagne, ou alors viser une médaille d'or. Il faut rappeler quand même que les Allemands sont rentrés bredouilles des championnats d'Europe et que ça brasse un petit peu dans les chaumières. En tout cas, Ute Mückel va essayer de se diriger progressivement vers Hawaï. Derrière, il y a Barbara Lindquist qui est également une bonne nageuse. Elle n'a fait que 6 courses sur le circuit professionnel, mais c'est également une très bonne cycliste, donc c'est une jeune fille à surveiller de près. Il faut rappeler qu'à Drummondville, sur l'ITU, Ute Mückel était première à la sortie de l'eau, Lindquist était déjà deuxième. Et après, sur le classement général, Mückel avait terminé 5e et l'américaine 5. Donc c'est évident qu'il va falloir suivre. Emma Carney, pour le moment, est à 45 secondes derrière le leader. Ce n'est pas énorme. Attention, nous sommes sur une distance olympique. Là, c'est vrai que ces derniers temps, on vous a plutôt montré des Ironman, donc de longues distances. Et que de plus en plus, les athlètes vont à une cadence absolument infernale. Et qu'il ne s'agit pas de laisser les gens filer. Et il faut vraiment surveiller ce qui se passe. Ute Mückel toujours en tête, Barbara Lindquist essaie de garder le contact. Je rappelle que la distance sur la distance olympique est de 1500 mètres. Et là, on n'est pas loin maintenant de la sortie pour les filles.
On arrive maintenant sur les dernières étapes. Et c'est Automukel qui sort en 19,33 pour la natation. Derrière, Barbara Lindquist, l'américaine. Et ce qui est pas mal pour Automukel parce qu'elle va avoir quelqu'un avec qui travailler pour le vélo, car d'habitude elle sort toute seule en tête. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose pour Automukel d'avoir un petit peu de compagnie. Derrière le groupe de chasse, on retrouve Sharon Donnelly, la canadienne. Ensuite Rina Hill, Rina connue plus sous le nom de Rina Bradshaw la saison précédente, elle a 26 ans, elle vient de Brisbane. Emma Carney, Karen Smyers qui n'est pas encore là. Sharon Donnelly, 20 minutes 3 secondes. Elle est en 3e position. Ça c'est bien. Carole Montgomery ici qui sort aussi, qui a manqué de glisser sur le dock. Et là, il est sorti de son côté de l'air de transition. Et alors que l'on voit sur les faits, Carole Montgomery, une des grandes favorites, qui a pas mal marché sur le circuit ITU. Alors que l'on voit maintenant chez les filles, Jackie Gallagher. Et on revient sur le ponton maintenant avec le deuxième groupe. Il y avait Emma Carney. Et ici Karen Smyers. Karen Smyers qui sort dans ce deuxième groupe à peu près à 2 minutes 9 secondes du leader. C'est tout le retard qu'elle va avoir à refaire. Ce n'est pas impossible, mais les écarts commencent à être sérieux. Et c'est vrai que les belles conditions ont permis aux meilleurs de filer vers l'avant. Et ça, c'est un avantage indéniable pour Automukel ou des filles comme ça, de partir comme ça loin devant. Automukel largement en tête pour le moment sur ce premier tour de vélo. Je rappelle qu'il est à peine 8h30 le matin dans Cleveland, que la température va commencer à monter, il fait déjà très lourd, et que derrière, eh bien, Ken Lindquist, et que la chasse est lancée et qu'il va y avoir un sacré boulot à faire de la part des filles derrière pour essayer de revenir. Ça va pas être facile du tout. 8 tours de circuit dans Cleveland avec les courants d'air qui peuvent être générés par les gratte-ciel. Décor spécial, on écoute tout de suite Karen Smyers, la tenante du titre. J'espère qu'il y aura plusieurs personnes qui vont pouvoir s'assembler ensemble en vélo. Je pense que ça va rendre la course plus excitante. Il y a quelques côtes dans cette course. Ça va rendre la course un peu plus difficile, mais je pense pas que ça suffira pour casser le pack, le peloton. On sait avec qui on peut travailler en gros, et on espère qu'on les laissera quand même derrière. Je pense que ce qu'il faut, c'est sortir de là, bosser dur, faire la première partie de la course et ensuite essayer d'étaler les groupes le plus possible. Carole Montgomery qui attaque la 3e place maintenant sur ce deuxième tour. C'est une des favorites de l'équipe italienne. Elle était derrière à domicile à Drummondville sur la 4e étape du circuit ITU. Elle n'a jamais eu beaucoup de chance dans les championnats du monde jusqu'à présent. Médaille d'argent en 1990. Elle est tombée en 94. Et là, voilà le groupe de poursuivants emmené par Jackie Gallagher. Emma Carney est très très agressive évidemment pour essayer de rattraper ce retard avec un très bel écart creusé par Automukel pour le moment dans cette course féminine. Derrière, Carole Montgomery. Et Automukel pour le moment ne décroche pas. Vous voyez que c'est un décor un petit peu particulier que celui de Cleveland. Voilà Carole Montgomery qui revient bien cette saison. Vous voyez que
le travelling. Là, c'est visiblement un caméraman canadien qui était en train de donner ses indications au motard, car là aussi c'est une des difficultés, vous le savez si vous suivez le cyclisme, en triathlon c'est la même chose. On suit l'essentiel des courses à vélo, avec une petite côte ici. Et donc je le disais, sur ces championnats du monde, le drafting est autorisé, c'est-à-dire la possibilité de rouler en peloton et de prendre des relais. Barbara Lindquist et Ute Muckel étaient toujours devant. Faut voir qu'il y a quand même pas mal de vent, petit courant d'air généré par les buildings, donc là aussi il s'agit de le gérer, mais il faut faire également prendre garde de ne pas dépenser trop d'énergie pour ne pas se brûler, car derrière il reste encore de la distance et des efforts à fournir. Groupe de poursuivantes dans lequel il y a Gail Lawrence. Gail Lawrence qui avait bien tourné l'année dernière sur le circuit ITU et qui est un petit peu en baisse de forme. En tout cas, c'est un circuit très mouvementé qui a l'air de bien fonctionner. Emma Carney, Jackie Gallagher, Jenny Rose sont également parmi les poursuivantes. Et vous le voyez, là, c'est pas évident de s'organiser dans ce genre de conditions pour essayer d'animer la course. Et il faut savoir que la plupart des athlètes ont des team managers ou des membres de la famille ou des amis qui sont là pour les encourager, mais surtout pour donner des temps de référence, car on est quand même sur un circuit de 8 tours, et donc ça on permet d'avoir des références quand même assez souvent. Et là actuellement Emma Carney a réalisé un travail vraiment très solide, 1 minute 30 maintenant seulement derrière les leaders, et ça c'est vraiment quelque chose de très spectaculaire. Reste à savoir maintenant si, on le verra tout à l'heure, alors que c'est Barbara Lindquist pour le moment qui est en tête sur ce 3e tour, comment vont réagir les zones concurrentes à ce forcing d'Emma Carney, voir si Karen Smyers va pouvoir tenir, que l'on voit ici, c'est loin d'être évident. Et donc là, les écarts sensiblement sont en train de se réduire entre l'américaine Barbara Lindquist, alors que Ute Muckel a un petit peu lâché. Et Carol Montgomery travaille fort, Gail Lawrence ici. Et on l'entend. We have to push together. Il faut bosser ensemble, c'est le leitmotiv dans ce genre de course. Il y a des filles, en l'occurrence, qui aiment bien travailler ensemble, d'autres pour lesquelles c'est un petit peu moins évident. Barbara Lindquist en tête sur le 7e tour. Les choses avancent. Pendant ce temps-là, Ute Muckel a un petit peu décroché. Et on a entendu, les informations ont donné à ce moment-là à la radio que Ute Muckel est tombé quelque part. Il semblerait que la caméra n'ait pas pu la suivre. Ce qui fait que maintenant Barbara Lindquist est toute seule, livrée elle-même. Ce qui fait une situation course tout à fait particulière.
on va écouter dans quelques instants Jackie Gallagher, l'Australienne, deuxième l'année dernière. Je crois que pour faire une course comme ça, pour essayer de battre des filles dans ce niveau-là, il faut que chaque course est différente. En fait, chaque jour il est encore différent, c'est une course différente, et donc il faut vraiment se connaître pour essayer de donner le meilleur. Moi, je pense que je suis plus prédestiné à gagner une course cette année, parce que l'année dernière, pour gagner une course, j'avais pas vraiment de chance d'être dans les 5. Là, maintenant, psychologiquement, physiquement, je me sens dans la peau d'une championne du monde, et je crois qu'au niveau de mon attitude, c'est beaucoup mieux, et je me sens bien mieux. On attaque maintenant chez les filles le kilomètre 39, donc on est pratiquement sur la fin. Ute Muckel et l'américaine Lindquist sont animés ce début de course, et il y a eu pas mal de changements, et c'est vrai qu'au niveau des informations, on ne sait pas si Ute Muckel a réussi à repartir, mais en tout état de cause, on a vu tout à l'heure que Carol Montgomery, Jackie Gallagher avaient suffisamment travaillé ensemble pour réduire les écarts, et donc on va tout de suite voir ce qui se passe maintenant dans l'ère de transition, un des passages clés. Il faut savoir que dans le triathlon de distance olympique, eh bien, la transition devient de plus en plus prépondérante. C'est ce que l'on va suivre dans quelques instants. J'en profite pour remercier Laurent Chopin, entraîneur au Racing Club de France, qui vient de se dégager justement d'une séance d'entraînement et qui nous a rejoint un peu à la volée, sachant que les garçons, ce qui le concerne un petit peu plus, parce que là il n'y a pas de française, intervient dans la deuxième partie, mais comme il est arrivé un petit peu en avance, eh bien on va profiter de son expérience pour suivre ensemble cette ère de transition donc dans Cleveland. Organisation parfaite, et jusqu'à présent Emma Carney qui a fourni un travail absolument remarquable chez les filles pour revenir à la hauteur des autres filles. Oui, je crois qu'Emma Carney a gagné toutes les étapes de la Coupe du Monde en ce début de saison, donc elle est très très motivée pour gagner ce championnat du monde. Elle était bien évidemment la grandissime favorite. Là, on a vu dans l'ère de transition un petit peu la bagarre, et je crois qu'on le verra aussi sur la course des garçons tout à l'heure avec Philippe Fattori notamment, que la transition, ce que vous disiez tout à l'heure, était tout à fait juste. La transition est vraiment prépondérante. 10 secondes de perdu dans la transition parce qu'on trouve pas sa place en vélo, parce qu'on a pris le mauvais côté des racks, et c'est autant à essayer de regagner sur le kilométrage à pied. Emma Carney qui pointe maintenant à la deuxième place derrière l'Allemande Anja Dittmer. Les Allemandes qui vont essayer de ne pas rentrer tout nus comme ça vient de leur arriver au championnat d'Europe. Je le disais tout à l'heure, il y a un gros brassage actuellement au niveau de la fédération allemande à ce sujet. Suzanne Nielsen, la danoise que l'on suit assez régulièrement sur les épreuves de Coupe d'Europe. Donc là évidemment ça bosse très très sérieux à ce niveau-là. Et Emma Carney, on se demande même maintenant si elle ne va pas payer les efforts assez spectaculaires qu'elle vient de fournir pour récupérer les écarts qu'elle avait en natation. Elle a fourni un gros boulot, et on peut dire que là, dans l'ensemble, le drafting a plutôt bien fonctionné chez les filles. Il y a eu plusieurs groupes qui se sont reformés, et je crois que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on voit tout un groupe de filles à pied. On se rend compte que les 10 ou 15 secondes qui peuvent être perdues dans la transition, ce qu'on disait tout à l'heure, sont prépondérantes, parce que 15 secondes c'est 75 mètres, c'est 80 mètres à cette vitesse-là, et on voit qu'en une centaine de mètres, elles sont plus d'une dizaine. Là, il y a un groupe de 6 ou 7 filles qui sont ensemble, et c'est vraiment très très serré. Bon, côté féminin français, on a vu personne là. Hein. Non, il n'y avait personne. C'est un choix de la DTN après les championnats de France de Bessines. Sophie Delmer, qui a fait un excellent début de saison et qui a fait 3e aux Europes, a choisi de faire le championnat longue distance de la semaine prochaine à Muncie, aussi aux États-Unis. Et donc, c'était difficile de doubler courte et longue distance. Par conséquent, le Bernard Pagès, le DTN, a choisi, avec ses entraîneurs nationaux, ont choisi plutôt d'envoyer une délégation, peut-être pas tout à fait au niveau des Australiennes, des Américaines, de les laisser à la maison et de se concentrer sur les garçons et sur les jeunes. On revient à la course avec maintenant Jackie Gallagher qui vient de prendre la tête. Il faut savoir qu'Anja Dittmer, à l'issue de l'ère de transition, était passée en tête. Gallagher et Carney sont passés devant, et là on se retrouve maintenant à la fin du premier tour. Je rappelle qu'il y a 10 km à courir, ça va très très vite, le rythme est très élevé chez toutes ces filles. Et là pour le moment c'est donc Jackie Gallagher qui est venu prendre la tête de la course. Et ensuite on a un autre groupe d'Australiens qui est monté avec la néo-zélandaise, on pourrait dire francophone, Jenny Rose. Et c'est loin d'être gagné pour Emma Carney.
On voit Emma Carney qui avait bien préparé ce championnat du monde, elle est très affûtée, on voit ses abdos, on voit qu'elle a fait vraiment beaucoup de travail, elle a dû, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup travailler en vélo pour revenir sur la tête de course, et là elle a l'air un petit peu de payer en course à pied, alors qu'on l'a vu absolument souveraine, à la fois en vélo et en course à pied sur toutes les étapes Coupe du Monde. Par contre, Karen Smyers, c'est sûr, elle ne gagnera pas l'épreuve cette année. Alors que les garçons se préparent, on va y revenir dans quelques instants. Avec là plusieurs Français, dont Philippe Fattori, dont vous vous occupez. Tout à fait, là, il y avait sur les 4 seniors français, il y en avait 3 du Racing, puisqu'il y avait, outre Karl Blasco qui est à Poissy, il y avait Philippe Fattori, Samuel Pierclos et Stéphane Poula. Et Stéphane Poula que l'on a accueilli ici en début de saison, qui a fait un très beau début de saison, et là un peu c'est son véritable baptême du feu. On suit maintenant, on pourrait dire, l'épilogue chez les filles, et on a bien l'impression que Jackie Gallagher a mis une pression énorme maintenant sur Emma Carney. Emma Carney qui est en train de se battre vraiment pour essayer de revenir à l'issue de ce deuxième tour. Derrière, Carole Montgomery, qui est une super coureuse à pied, qui il y a 2 ou 3 ans avait fait les championnats du monde de cross avec l'équipe du Canada, elle avait fini 32e. C'est pour dire, quand on connaît le niveau qu'il y a en cross, ça signifie que c'est vraiment une coureuse à pied de grande qualité. D'ailleurs elle a essayé de se qualifier en 10 000 avec l'équipe canadienne, pour ça n'a pas Atlanta, fonctionné pour Atlanta. C'est pas évident. Les garçons sont pas loin maintenant du départ. Et c'est parti pour les garçons. Donc on va pas attendre la fin de la course des filles, on enchaîne directement sur les garçons. 82 athlètes au départ, avec, on le disait en introduction de ce programme, vraiment Sydney qui se profile à l'horizon. Ils sont là, même Brad Bevan qui pourtant a fait l'option du DPG Tour, là, le nouveau tour, est là. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment, que ce soit sur la course fille ou sur la course garçon, il est clair que cette année, on a vraiment le championnat du monde de courte distance est vraiment d'un niveau qui n'a jamais été atteint pour l'instant, avec un plateau énorme. Et c'est vrai probablement que progressivement, étant donné que ce sera sélectif pour les JO, qui se profile à l'horizon, il est clair que tout le monde veut participer, tout le monde veut se montrer. Bon, pendant qu'on suit le départ des garçons, actuellement chez les filles, ça continue à se battre. Et Emma Carney est en train d'enclencher le turbo pour essayer de remonter sur Jackie Gallagher. Carole Montgomery, elle aussi, est en train de se battre pour essayer de confirmer une médaille de bronze. Et il semblerait que, voilà, Carole Montgomery, il semblerait que Emma Carney risque de passer encore à côté du titre de championne du monde, vu la cadence qu'est en train d'envoyer Jackie Gallagher. C'est un peu une surprise parce que Emma Carney a dominé de la tête et des jambes ce circuit ITU toute la saison. Un petit peu étonnant. On revient chez les garçons. Pour le moment, c'est Craig Walton qui est en tête. Laurent, on se demande pourquoi Spencer Smith n'est pas là encore une fois. Je crois que Spencer Smith l'année dernière nous avait dit qu'il refusait de faire le championnat du monde à partir du moment où il y avait le drafting, et il s'est mis sur le nouveau tour, le Pro Tour australien, et il y a drafting autorisé, donc c'est un petit peu étonnant. Je sais pas, je pense que Spencer avait peut-être pas peur de la confrontation, mais s'est concentré sur d'autres objectifs, et il lui aussi fait le championnat du monde longue distance la semaine prochaine, et je crois qu'il a annoncé qu'il voulait faire un gros résultat. Donc plutôt que de se disperser et de faire le court et le long, il s'est préparé comme il faut sur le long. Bon, puis c'est sans doute pour éviter une nouvelle confrontation avec Simon Lessing, qui cette saison, on le voit encore actuellement sur l'Iron Tour. D'ailleurs, on aura un programme, je pense, qui permettra de résumer ce France Iron Tour. Est actuellement en train d'enchaîner des étapes tout à fait spectaculaires. Mais c'est un calcul un peu curieux de la part de Spencer Smith. Ceci dit, il est encore jeune, Sydney est encore loin, il a le temps de se remettre dans le bain. Ouais, surtout qu'il a annoncé depuis très longtemps que Hawaï était l'objectif des années à venir pour lui, car il considère qu'on ne peut être un vrai triathlète que quand on a fait Hawaï, et pour lui, bien évidemment, pour le gagner. Alors on parlait tout à l'heure de l'espèce d'effet machine à laver qu'il y a au départ d'un triathlon. On a vu sur ces plans serrés ce que les concurrents ont enduré. Ah oui, là c'est terrible. C'est terrible parce qu'au bout de quelques centaines de mètres, Philippe Fattori m'a raconté un petit peu comment ça s'est passé. Il virait une bouée qui était espacée du mur, donc du quai de quelques mètres seulement, et par conséquent, vu le niveau de natation qu'il y a maintenant, vu la densité, pour se faire sa place, il fallait vraiment être très costaud, il fallait être fort, et puis il fallait pas avoir peur d'aller au baston. Et d'ailleurs, l'autre jour sur l'Iron Tour, justement, c'est
c'est Simon Lessing qui en a fait les frais puisqu'il a posé les lunettes et le masque. Et le bonnet, ouais. Et le bonnet. Bien, revenons chez les filles. Emma Carney maintenant dans le deuxième tour est à la deuxième place. Elle a l'air peut-être un petit peu moins en forme que tout à l'heure. Elle est en train de reculer lorsque l'on voit la cadence de Jackie Gallagher. Là, et lorsqu'on voit surtout Carole Montgomery, mais alors qu'il se promène, on le disait tout à l'heure, spécialiste de fond carrément en athlétisme pur et de cross. Là on se demande vraiment si Emma Carney va pouvoir terminer, si elle va pas se faire, pour la première place c'est terminé, mais elle risque de se faire gratter maintenant pour la médaille d'argent. C'est clair, là, sa position à Emma est vraiment inconfortable puisqu'elle est à une cinquantaine de mètres de Jackie Gallagher. Donc elle sent qu'elle va avoir du mal à rentrer. Donc la première place lui échappe et en plus elle peut même pas se relâcher parce que derrière Carole Montgomery est en train de rentrer très très fort. Donc elle est un petit peu au bout du rouleau, à la fois pour la première place, mais elle est quand même obligée de continuer. Sinon c'est sa deuxième place qui va s'envoler. Craig Walton, l'Australien devant, et Simon Lessing bien placé. C'est un peu sa spécialité à Simon de se mettre dans les jambes du meilleur nageur qui passe par là et de le suivre jusqu'à l'arrivée. On a vraiment l'impression qu'il est en promenade là, Simon. Et Brad Bevan est là aussi. Et on va écouter dans quelques instants d'ailleurs Simon Lessing. Il devrait y avoir un avantage pour s'éloigner des nageurs, mais je pense que le groupe de vraiment très bons nageurs sont pas nombreux, donc plutôt que d'être derrière un gros groupe, c'est mieux derrière un petit groupe, et en plus avec les angles, il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace, et là je crois qu'il faut vraiment prendre ce qu'on appelle les corners rapidement, hein. Ce qu'il dit, les corners, ce sont ces virages à angle droit. Oui, tout à fait, c'est le passage des bouées où il faut être absolument bien placé si on veut pouvoir garder sa propre trajectoire et ne pas prendre de coups comme on a vu tout à l'heure sur les images précédentes. On revient sur les filles avec un drame pour la deuxième année successive. Emma Carney est en train de claquer et Jackie Gallagher, sa compatriote, peut effectivement emmener le drapeau australien, car c'est vraiment une victoire, on peut le dire, inattendue au vu de la saison d'Emma Carney, au vu de la saison de Jackie Gallagher, mais c'est encore le principe d'un championnat du monde, il faut être là au rendez-vous. C'est peut-être un petit peu ce qui a fait la différence. Jackie Gallagher a dû avoir uniquement cet objectif depuis le début de saison, donc elle s'est préparée en fonction de celui-là, alors que Emma a couru sur toutes les étapes Coupe du Monde où elle a dominé vraiment outrageusement, et là elle paye un petit peu ses efforts, elle était peut-être un petit peu fatiguée. Et puis surtout il y a eu la natation qui a certainement joué un grand rôle, parce que Ute Muckel involontairement à mon avis a contribué un peu à ce non-résultat pour Emma Carney. Deuxième année consécutive avec cette interrogation, mais pourquoi encore? Quant à Carole Montgomery, à mon avis elle est contente, parce qu'à l'arrivée c'était pas évident non plus pour elle d'être présent. Rina Bradshaw, quatrième, enfin qui s'appelle Rina Hill maintenant. Rina Hill et Karen Smyers après à la cinquième. C'est vraiment incroyable, on a l'impression que ça va arriver et on a du mal à réaliser que c'est arrivé. C'est vraiment un sentiment très étrange. En tout cas, ça a été un sentiment fabuleux et je pense que c'était vraiment extraordinaire. La deuxième place, c'est le premier perdant. On a toujours envie de gagner et je n'ai pas fait une bonne course. Je me sentais vraiment pas bien à aucun moment. J'ai perdu la course, je devais la gagner. Déçu, on peut pas, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ça c'est clair. 3 Australiennes dans les 4 premières, je crois que c'est vraiment la nation qui domine pour l'instant chez les filles. On repart maintenant sur les garçons, vous l'avez vu, épilogue douloureux chez les filles, en tout cas pour Emma Carney. En ce qui concerne la natation, Craig Walton donne toujours le rythme avec Simon Lessing dans ses talons. Brad Bevan qui était dans les jambes de Simon tout à l'heure a décroché un petit peu. Donc c'est que le rythme de Craig Walton a été très élevé et Simon est vraiment le maître pour suivre les battements et les jambes de n'importe quel nageur.
Et là, on a vu, ils ont tous des maillots qu'ils remontent immédiatement. Simon Lessing lui a carrément une combinaison. Et voilà Brad Bevan que l'on n'a pas vu cette saison encore. C'est la première occasion, alors que jusqu'à présent il multipliait les victoires. Il faut dire que ce nouveau tour australien, effectivement, que l'on suivra vraisemblablement dans le dernier trimestre, on vous tiendra au courant, a fait une excellente saison australienne et peut-être une moins bonne deuxième partie depuis qu'il est en Europe ou sur les épreuves internationales. Ça fait très longtemps que Brad fait à la fois la saison australienne et la saison hémisphère nord, si on peut l'appeler ainsi. Et à force, ça doit user un petit peu. Donc il est peut-être un petit peu en dedans cette année. Attention à Hamish Carter, excellent en vélo. Bon, même s'il n'y a pas de grosse côte pour qu'il puisse se lâcher. Là, on voit que le niveau natation est très élevé aussi, outre les 3 premiers nageurs qui... Là, on voit Stéphane Poula à l'écran, le français, oui. Donc, qui est sorti, qui est un excellent nageur, puisqu'il a dominé un petit peu la saison de natation sur la Coupe du Monde cette année. Et là, il sort dans une position un petit peu attardée, mais avec tout un groupe de nageurs avec lequel il va pouvoir travailler pour revenir en vélo. Là, je crois que c'est Denis Sloos à l'écran, qui est en tête de la Coupe d'Europe pour l'instant, et qui a fait vice-champion d'Europe au mois de juillet. Là, on voit vraiment que pour sortir de l'eau, c'est très très serré et c'est une belle bagarre à la fois dans l'eau et pour sortir de l'eau. Ils ont bien fait de mettre 5 ou 6 échelles pour remonter. Ralph Egert. Les Australiens aussi avec Macedo. Dimitri Gahag. Et Craig Welton, donc, qui à mon avis va pas tenir longtemps, qui est devant grâce à son parcours vélo, mais ceci dit, c'est pas forcément un avantage, on l'a vu tout à l'heure chez les filles, que de sortir trop en tête, parce qu'après, comme le drafting est autorisé, il s'agit de s'organiser. Oui, là on a vu que Craig est sorti avec Simon Lessing, donc ils vont pouvoir s'organiser tout de suite ensemble, et puis plutôt que de donner le maximum de leur force sur les premiers kilomètres vélo, peut-être temporiser un petit peu pour attendre le groupe qu'on a à l'écran, là où il y a Denis Sloos, où il y a Brad Bevan, et ensuite travailler correctement à 5 ou 6 de manière à s'éloigner un petit peu du groupe de chasse derrière qui va se constituer progressivement. Philippe Fattori était dans quelle position là ? Philippe Fattori est sorti dans un troisième groupe, mais pas très très loin. On a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'écart, donc il est pas sorti très très loin. Stéphane et Samuel Perclos sont sortis avec Karl Blasco dans le deuxième groupe de chasse, on va dire, dans le groupe qui est juste intercalé derrière. Et ils vont commencer à travailler ensemble, mais devant, on le voit tout de suite, ça commence à s'organiser, ça roule très très vite. Voilà, 3e tour est en train de se finir. Lessing est loin de cette félicité distancée. Il a parfaitement organisé sa poursuite pour le moment. Il travaille avec Brad Bevan. Et on écoute justement Brad Bevan qui pense qu'il est actuellement très explosif et en super forme. Et donc là, c'est vraiment un entraînement que j'ai fait pour ce championnat du monde, parce que tout le monde part n'importe quand. Et donc il fallait vraiment avoir de la force explosive pour rester là. Brad Bevan, donc, il confirme sa grande forme physique. Craig Welton, Simon Lessing, qui n'ont plus vraiment l'air d'être vraiment ensemble. Et derrière, donc, le groupe qu'on vient de voir avec Hamish Carter, Brad Bevan, Denis Sloos. Et un deuxième groupe avec Alexander Manzan, Leandro Macedo, de fin coureur là aussi, Ralph Egert et le champion d'Europe en titre, Luc Van Lierde. Simon Lessing avec donc là ça a l'air d'être Brad Bevan sur le deuxième tour. Ça doit être encore Craig Welton, il me semble. Craig Welton. Parce que Brad Bevan et Denis Sloos vont avoir du mal à suivre et vont sauter du groupe de chasse pour être rejoints par le deuxième groupe de chasse.
Mais on avait vraiment l'impression que Simon était en train de contrôler, qui donnait pas la pleine mesure de sa puissance. On va écouter maintenant le Brésilien Alexander Manzan. Comme les Australiens ou les Américains, on travaille ensemble et on essaie de le faire aussi entre nous. Je pense que c'est vraiment très difficile dans ce sport parce que ça change beaucoup, non? Et c'est devenu maintenant un peu un sport d'équipe et on apprend ça nous aussi, ce sport d'équipe. Et au fur et à mesure des courses, on essaie de travailler ensemble pour bien sûr pour que l'un de nous puisse gagner. Et c'est vrai que pour les Brésiliens qui sont très forts en course à pied, c'est certainement un passage obligé que d'apprendre à travailler en vélo. C'est clair, c'est clair. Et en plus, le problème pour eux, c'est qu'ils ne sont pas des nageurs du niveau qu'on a sous les yeux, là, que Brad Bevan, Denis Sloes ou Simon Lessing. Par conséquent, ils se retrouvent systématiquement un petit peu décrochés. Et dans les groupes de chasse dans lesquels ils se trouvent, il est rare qu'ils trouvent des gens pour rouler avec eux, parce que quand on pose le vélo avec Manzan ou Macedo, il est clair qu'on se bat pour la 3e place. Donc personne ne veut vraiment s'il y a un Australien dans le 3e groupe, il est clair qu'il ne va pas les ramener sur la tête de course. Là on voit qu'ils temporisent les 2 hommes de tête, Simon Lessing et Greg Walton, qui temporisent pour attendre le groupe de Greg Bennett, Denis Sloes et Brad Bevan pour commencer à travailler ensemble et essayer de faire le maximum d'écart. À 5 on bosse mieux qu'à 2, donc autant travailler tous ensemble. Mais c'est un calcul un peu à la fois risqué de la part de Simon Lessing, car s'il en restera 2 pour la course à pied pour défendre le casse-croûte, ça sera Brad Bevan et Simon Lessing. Et il pouvait effectivement se dire ça, mais je crois que Simon se sent impérial en course à pied. On l'a vu l'année dernière où il a mis plus d'1 minute à tout le monde. Donc je pense que Simon ne craint personne, ni dans l'eau, ni en vélo, ni à pied. Il se sent vraiment le plus fort. Donc il préfère rouler et mettre de l'écart sur les Brésiliens ou sur Philippe Fattori, qui sont d'excellents coureurs, plutôt que... Puis c'est clair, hein, quand on est dans un groupe de 5, on fait entre le 1er et 5e. Quand on est dans un groupe de 40, on se fait entre 1er et 40e. Par conséquent, le calcul est vite fait, hein. Si on est 4 ou 5 en tête, il faut mieux rouler, on est sûr dans les 5. On a vu également qu'il y avait Miles Stewart un peu plus loin dans le pack. Miles Stewart, champion du monde en 1991, qui va nous parler maintenant un petit peu de sa forme cette saison jusqu'à maintenant. Vous savez, avec les Jeux Olympiques, c'est devenu quelque chose que j'ai envie de voir. Et c'est un peu comme un nouveau départ. Je me sens vraiment comme repartir à nouveau. J'ai eu de bonnes périodes, de mauvaises périodes. Et maintenant, je pense que tout redevient un peu positif. Et je pense que la principale raison pour moi, c'est le but, c'est l'an 2000. Je crois qu'ils sont plus d'un à tenir ce discours à l'heure actuelle. Ouais, en ce moment, c'est vraiment le leitmotiv de tous les triathlètes. Derrière, eh bien, Brad Bevan semble lâcher un petit peu prise. 3e groupe de poursuite emmené par Luc Van Lierde avec Macedo derrière, dans lequel on doit retrouver vraisemblablement Philippe Fattori. Tout à fait, oui. Alors que tout à l'heure, on a vu Stéphane Poula et Samuel Pierclos dans le groupe de chasse. Et voilà donc maintenant le groupe de tête emmené par Greg Bennett, qui justement avait ramené le 2e groupe pour ne plus qu'en faire un. Visiblement, Greg Bennett est très costaud en vélo aujourd'hui, parce que là il arrive même à lâcher au train Simon Lessing et ses compagnons, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Pour rouler en groupe, c'est pas très bon si quelqu'un met des à-coups et prend 2 ou 3 longueurs. Il y a peut-être encore du travail à faire là au niveau du drafting. Voilà, et là derrière, un véritable peloton. Avec pourtant, si on regarde un peu les individualités, des sacrées pointures. Il y a ce qui se fait de mieux, hein, c'est clair. On a vu Macedo, Denis Sloes qui donc a sauté du groupe de tête pour se faire rattraper par ce groupe. Mac Martin aussi, le Canadien. Et là Luc Van Lierde qui a l'air vraiment très très costaud. Avec Karl Blasco, le Français, et les Brésiliens derrière. Et là, on peut peut-être s'interroger un petit peu sur l'avenir du drafting lorsqu'on voit un tel peloton sur le triathlon. Est-ce qu'il va falloir trouver des parcours, notamment je pense aux Jeux Olympiques, qui vont faire exploser un peu les pelotons entre guillemets et éviter des courses à plat pour que tous fassent en peloton et en drafting. Le parcours des Jeux de Sydney est déjà connu, puisque le triathlon de Sydney existe déjà, donc c'est un parcours qui est un petit peu semblable à celui de Cleveland, qui se passe en plusieurs boucles. Je crois que c'est 7 boucles, qui est quasiment complètement plat. Si on met des bosses, le drafting n'a plus qu'un intérêt limité. Le choix des parcours par rapport au drafting est pas très très important en fait. On va écouter maintenant Brad Bevan qui nous dit vous savez, c'est un très mauvais jour pour moi.
Il y a des jours où ça va, je me sentais déjà fatigué en natation, le vélo était incroyable, je pouvais pas assurer. Peut-être j'ai trop bossé ces dernières semaines. Enfin, on verra l'année prochaine. Voilà donc première nouvelle spectaculaire, le retrait de Brad Beaven sur le vélo. Retrait très inattendu parce que... Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'il faisait vraiment partie des favoris et moi je le voyais sur le podium, c'est clair. Là il ne devait pas se sentir dans le coup. On regarde maintenant un peu comment va se passer la transition. Il y avait un petit peu d'embouteillage. Simon Lessing qui accroche son vélo. Ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au drafting et par rapport au groupe qui se formait, là il est clair que quand on rentre à 4 ou 5 dans le parc à vélo, c'est infiniment plus facile, et je crois qu'on va le voir juste après, de trouver sa place, de faire une transition correcte plutôt que quand on rentre à 40. Ça c'est clair. Et Mitch Carter qui est visiblement parti le premier avec Greg Bennett. Et deuxième groupe de poursuivants. Là où tout le monde s'est rejoint, il y avait le deuxième groupe qui a été rejoint par le troisième, et donc là c'est vraiment tout le reste. Là on voit Philippe Fattori en second plan à côté de Macedo, brésilien justement, ouais. Et là ça roule vraiment très très vite parce que tout le monde veut se positionner pour l'entrée du parc, et en plus ils ont vu les autres, ils se croisent, c'est terrible. Ils se croisent, donc ils savent exactement où ils en sont et chacun veut se positionner en tête pour pouvoir arriver à sa place le premier et faire la meilleure transition possible. Voilà, 1,27 derrière les leaders, le groupe de poursuivants. Et là, je pense qu'on va assister. Et là, on voit Philippe qui est coincé au milieu et qui mêle son vélo avec celui d'Alexandre Manzan, ouais. Et qui va le contraindre à faire une transition un petit peu plus lente que les autres. Luc Van Diert qui accroche son vélo avec Samuel Pierclos en arrière-plan. Et Macedo qui part très très vite. Et Philippe qui était encore à sa place à ce moment-là. Manzan qui se trompe de côté. Samuel en bleu là-bas qu'on voit, Denis Loos dans sa foulée. Et Simon Lessing sur la droite. Qui a attendu personne, hein. Il est déjà parti et il a déjà lâché ses compagnons. Avec sa position des coudes assez élevée. Sa longue foulée, c'est clair, ouais. Que Simon là, cette année, depuis l'année dernière, a vraiment franchi un cap en course à pied. C'était déjà l'un des tout meilleurs au monde, mais là il a vraiment passé la vitesse supérieure. Il est extraordinaire. Chris McCormack derrière. Chris McCormack avait gagné McCormick avait gagné une étape Coupe du Monde. On va l'écouter d'ailleurs, McCormick. Ah non, c'est Simon qu'on écoute, désolé. Les athlètes s'améliorent chaque année et ensuite les formats, les styles de course changent sans arrêt. Donc je pense que la manière dont le triathlon est en train de progresser dans les prochaines années, je suis sûr qu'on va voir encore de gros changements au niveau des athlètes et il va falloir qu'ils deviennent ce que l'on devienne de véritables triathlètes. Je sais pas ce qu'il veut dire avec ce sous-entendu. Je pense qu'il veut dire que ces années précédentes, on s'entraînait comme des nageurs, on s'entraînait comme des cyclistes, on s'entraînait comme des coureurs, on était finalement triathlètes que maintenant on voit qu'il y a vraiment une spécificité dans chacune des trois disciplines pour faire du triathlon. On l'a vu, il y a bagarre dans l'eau, on n'est pas dans une ligne d'eau, on n'a pas un plot, un mur à pousser tous les 50 mètres. Par conséquent, il y a un certain nombre de choses à faire et de paramètres à contrôler qui sont complètement liés au triathlon et qui en font une discipline en tant que telle et non plus seulement maintenant l'association de natation, de vélo et de course à pied. Et faites courir un coureur à pied après avoir fait 40 km de vélo à 45 ou 50 de moyenne et il sera un petit peu surpris les premières fois. Derrière on a Luc Van Lierde, champion d'Europe en titre qui a gagné au mois de juillet le championnat d'Europe et qui là va faire une course à pied vraiment extraordinaire. Il a fait le meilleur temps course à pied et il a été surnaturel par rapport aux autres. Et Philippe Fattori, quelques mots. Philippe Fattori, donc on l'a aperçu tout à l'heure, donc qui est sorti un petit peu loin du parc à vélo dû à sa transition et qui comme d'habitude, là ça fait un petit mois depuis les championnats de France de Bessines qu'il retrouve ses sensations de coureur à pied. Donc il va enclencher un petit peu la machine et va pouvoir faire une remontée spectaculaire telle qu'on lui connaissait les années précédentes. Voilà, Sud-Africain Simon Lessing, naturalisé britannique, qui est en train de réaliser un doublé attendu. Alors, on espérait une bagarre avec Brad Beaven. Vous l'avez vu qu'elle n'aura pas lieu. Et je
crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Ça risque d'être que le début d'une très longue série. Et on voit Luc Van Lierde au fond là-bas de l'image, qui lui était parti pourtant une 30 derrière Simon, qui a fait une remontée, qui a fait une course à pied phénoménale. Il fait le meilleur temps de course à pied en 29,43. Il met à peu près 50 secondes à Simon Lessing, qui lui fait le 4e temps à pied. Je vous coupe tout de suite parce que le spectacle de Simon Lessing après 2 heures d'épreuve pratiquement aussi frais, ça aussi ça laisse songeur, hein. Ça laisse rêveur. Les athlètes sont très très bien préparés maintenant, hein. Ils sont tous professionnels, par conséquent ça n'est plus comme il y a quelques années où on se gargarisait un petit peu avec des images de triathlètes qui arrivaient en zigzag. Maintenant 2 heures d'effort, c'est vraiment, ils ont l'habitude de le faire, entre 20 et 25 heures d'entraînement par semaine, ça paye forcément. On a ensuite à la 3e place donc le Brésilien Macedo qui a fait lui aussi une très belle course, Leandro Macedo. Et à la 4e place Bennett, Fato termine lui, Philippe Fattori. À la 5e place, Karl Blasco va terminer 7e. On le voit à l'écran, Karl. J'étais un peu hésitant au début de la course, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, mais je crois qu'il y avait un super plateau cette année et je ne savais pas du tout quel était leur état de forme. Mais vous savez, j'ai fait une bonne natation, donc je suis quand même relativement bien sorti. Il y avait ensuite un petit écart. Ensuite, on a décidé d'attendre l'autre groupe de poursuivants au niveau du vélo où ils étaient 4. Et je pense que là, j'avais quand même encore un petit peu avantage. Ce n'est que ma 2e heure de